Bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 d'Entre elles. Je suis Tombani Kouloufoua et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle conversation avec une personnalité qui, cette semaine, est une femme dont les valeurs sont totalement alignées avec celles de cette plateforme. Avant de vous révéler son identité, je voudrais vous rappeler que vous pouvez soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et pourquoi pas un commentaire. Vous pouvez également interagir directement avec moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, ou m'envoyer un message pour me dire ce que vous appréciez dans le podcast, mais également ce que vous aimeriez voir changer ou évoluer. Parlons maintenant de mon invité. Cette semaine, Entre elles accueille Ami Kwame, fondatrice d'Ayana Webzine, le premier magazine digital féminin en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Ami est également entrepreneur dans les secteurs de l'agroalimentaire et de la communication. J'en profite pour vous annoncer qu'Ayana m'a fait l'amitié de me recevoir il y a quelques semaines pour une interview qui est disponible en ligne à l'adresse www.ayanawebzine.com. Ami Kwame est une femme pressée, dynamique, engagée et surtout très pragmatique. Dans cet épisode, elle nous parle sans langue de bois des débuts d'Ayana, de financement, des relations parfois compliquées entre un entrepreneur et les acteurs du secteur bancaire et de bien d'autres sujets. Je vous invite à écouter notre conversation enregistrée à distance entre Londres et Abidjan. Bonjour Ami, bienvenue dans Entre elles. Bonjour. Alors, déjà, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Je le disais en introduction, tu es une femme très occupée. Tu es entrepreneur dans la communication, le digital et l'agroalimentaire. Tu es surtout très connue en tant que fondatrice d'Ayana Webzine. Avant de plonger au cœur du sujet, je te propose de commencer par la question que je pose toujours à mes invités en début d'épisode. Où es-tu née et où as-tu grandi ? Alors, je suis née à Abidjan, au CHU de Treichville plus précisément, et j'ai grandi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà, comme on dit, née, je suis d'ici, quoi. Je n'ai pas bougé jusqu'à mes études, jusqu'à ma deuxième année d'études en tant qu'étudiante. Tu as fait des études de marketing et de communication au Maroc. Et en 2011, donc, tu as lancé Ayana Webzine, le premier webzine ivoirien. Oui. Est-ce que tu peux nous dire déjà quel était ton but en lançant Ayana et comment est-ce que tu décrirais l'essence du webzine à l'époque ou aujourd'hui s'il y a eu une évolution ? Alors, le but à la base, c'était pour répondre à un besoin, comme je le dis souvent. C'est un besoin qui était le mien d'abord. Et je me suis dit que si j'avais ce besoin, les femmes de ma génération devraient forcément l'avoir. Donc, je rentrais de mes études, j'étais dans la vingtaine. C'était pas il y a si longtemps que ça, mais j'étais dans la vingtaine. Et en fait, je me rendais compte que j'avais pas forcément les mêmes habitudes de vie que mes tantes, ma mère, qui étaient vraiment dans un schéma très classique et que nous, en tout cas en tant que jeune fille de l'époque, j'avais un lifestyle différent et j'avais un pouvoir d'achat aussi différent. Et en fait, ce que je voyais, c'était que mon pays, surtout, on était rentré, c'était un peu tendu, on sortait de la crise 80, non, mais même pas 99, on était dans les années 2000, mais c'était quand même après première crise. Et en fait, tout ce que ma ville avait à me proposer, c'était de sortir dans un bar. Et je trouvais pas ça forcément valorisant parce que je trouvais que rien qu'avec mes 4 années d'études au Maroc, j'avais la possibilité, j'étais pas forcément obligée d'aller en boîte ou dans un maquis pour pouvoir avoir une qualité de vie ou passer un bon moment et tout. Je n'avais pas besoin de casser ma tirelire pour pouvoir m'habiller. Donc, en fait, je me suis dit, mais il faut quand même que je découvre, en fait, ces endroits, ces créateurs, ces marques locales qui, en fait, peuvent justement satisfaire mon besoin de pouvoir m'habiller selon ce que j'aime, selon mon identité, mais tout en gardant mon portefeuille, tout en ne me cassant pas la tirelire, comme je disais. Il faudrait que je trouve un endroit où me poser pour lire, tout en sans être obligée d'avoir un DJ en train de citer tous les noms du monde entier. Donc, au départ, c'était ça. Et bien sûr, comme j'ai fait des études, comme tu dis, en marketing et communication, et que je pense que depuis que je suis élève lycéenne, j'ai quand même la fibre entrepreneuriale. Pour moi, c'était logique que ça devienne un business. Donc, j'ai monté un business plan. Je me suis dit, ah tiens, il faut faire un magazine absolument parce que c'est comme ça que tu peux partager justement ce que tu as en fait. Et donc, tu fais un média, un magazine
papier qui va te permettre justement de diffuser ton information et de permettre à ces jeunes filles-là et ces femmes-là de se retrouver dans ce magazine parce qu'on pourra parler de sujets qui les concernent. Le troisième besoin aussi, c'était qu'en tapant sur Google à femme africaine à l'époque, on se retrouvait avec l'image classique de la femme avec la bassine d'eau vide qui va chercher de l'eau au puits avec un enfant au dos. Et le reste des femmes africaines, soi-disant, c'était des femmes noires américaines qui étaient assez visibles en fait. Et moi, je trouvais que c'était pas assez bien représenté et que ça ne me représentait pas et que en créant du contenu sur le digital, on allait arriver à changer la donne, à montrer une autre image de la femme africaine. Donc c'est ça en fait qui m'a vraiment motivée à me lancer mon média. Et puis voilà quoi. Et puis ça s'est fait sur le digital parce que faute de financement, on est devenu justement le premier magazine en ligne en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Est-ce qu'on peut parler un peu du business model d'Ayana, puisque tu l'as évoqué brièvement? L'idée, c'était donc de créer un magazine qui vivrait de la publicité? Oui, comme tout média, comme tout média qui vit de publicité en fait. Donc l'idée c'était qu'il vise de la publicité, mais en fait stratégiquement, 2011 c'est le début des réseaux sociaux. On sortait même de High Five, on commençait avec Facebook et tout ça. Et l'idée c'était de se dire mais ok on va rester virtuel, mais quand même il faut quand même de la connexion, il faut être présente dans le réel. Donc, en fait, il y a le média qui est le papier, mais il y a aussi des activités et des événements qui permettent de rassembler la communauté. Donc, les Ayana. Et donc, en fait, c'était important donc d'avoir, en termes de modèle économique, l'achat d'espace média, mais aussi le sponsoring événementiel. Et le modèle n'a pas changé, hein, en vrai. Le modèle économique n'a pas changé, c'est le même. Il est plus compris maintenant parce que à l'époque, on te disait que Internet, c'était du hors média. Quand on faisait des plans médias, Internet était en hors média, le digital était en hors média. Et aujourd'hui, le digital fait partie intégrante de stratégies de communication. Donc, c'est ça la différence. Après Ayana Webzine, tu as lancé Ayana et compagnie. Est-ce que tu peux nous parler également de cette entité? Alors, en fait, quand je me lance, on n'a pas encore la société, l'entreprise, etc. derrière. Qui gère parce que c'est un projet, il faut le lancer et just do it quoi, tu vois. Donc on commence à le lancer et puis 2-3 années plus tard, on est contacté par des entreprises pour justement de l'achat d'espace, pour de la création de contenu. Donc là, je me dis ok, il faut créer la société, mais encore une fois, c'est le truc très basique que je fais artisanal là comme c'est pas, je veux pas dénigrer, mais genre comme les vendeuses au marché qui ont leur petit carnet classique et tout. Donc il n'y a pas forcément de vision d'entreprise plus que ça. Il y a juste un média qui doit faire entrer de l'argent et puis gérer et être géré, en gros. Et en 2017, quand je sors de Canal+, et que je me dis je crée mon entreprise, je me dis ben, déjà tu peux pas, ça fait 5-6 ans je crois qu'il y a le média, il y a Yana. C'est quoi la vision? Où tu veux aller? OK? Et donc, c'est en me posant ces questions que je me suis dit, OK, tu vas avoir ton entreprise qui va justement avoir un média qui gère aussi l'événementiel, mais aussi avec, fort de son expérience sur le digital, les réseaux sociaux et de l'événementiel, peut proposer à des marques du conseil, des astuces, de la stratégie et même organiser des événements pour ces marques-là. Donc, Ayana et compagnie est lancée comme ça et c'est l'entreprise qui gère bien sûr le média, mais qui en plus peut faire du conseil en fait aux entrepreneurs, aux marques et aux entités qui ont besoin justement de parler à une cible déjà primo féminine, mais aussi qui veut parler à une autre cible, mais qui a besoin de communiquer sur le digital de façon plus impactante. Tu as financé Ayana au départ sur tes fonds personnels. C'est ça. Et je voudrais qu'on s'attarde un peu sur cette question du financement des PME en Afrique. J'ai lu une interview dans laquelle justement tu remettais en cause le modèle de financement traditionnel et je vais citer ce que tu as dit dans l'interview. Tu disais « Je crois vraiment que les banques ne sont pas encore adaptées au fonctionnement des jeunes entrepreneurs qui ont de petites entreprises, surtout en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que les banques, mais tout le système aussi qui n'est pas adapté. Je pense que c'est en plein mouvement, mais ce n'est pas évident. Aussi, à titre personnel, quand tu es entrepreneur, la banque aussi est très frileuse à l'idée de t'accompagner dans tes projets de vie. » Alors, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a une réflexion collective sur ce sujet?
Et si oui, est-ce que tu vois justement émerger des opportunités ou des solutions de financement alternatives pour les entrepreneurs? Je pense qu'il y a des solutions alternatives pour lesquelles l'accès est plus ou moins difficile. Il faut vraiment aller chercher l'information. Est-ce qu'il y a une réflexion collective? Je n'en suis pas si sûre. Tu parles de collectif, ça me fait penser à mon banquier ou à ma banquière qui disait que pour que je puisse obtenir un prêt, il fallait que je m'associe avec d'autres entrepreneurs comme moi et que comme on se met en collectif et donc que la banque retrouve un collectif, elle pourrait être moins frileuse à nous faire des prêts. OK? Donc, ça me fait sourire. Mais pour moi, il n'y a pas encore cette réflexion collective sur comment accompagner l'entrepreneur vraiment de manière sur le tout ce qui est aspect financier. OK? Donc, c'est à l'entrepreneur de travailler son intelligence financière. C'est à l'entrepreneur de s'informer, de s'éduquer, de chercher des opportunités. Donc, quand tu rajoutes ça à ton quotidien, tu peux comprendre que c'est un peu quand même lourd à gérer. Le cadre n'est pas encore bon, n'est pas encore fait pour les entrepreneurs eux-mêmes. Tu vois, je t'expliquais que moi, j'ai fait 5 ans sans avoir une entreprise formelle. Donc déjà, eux-mêmes, ils ne comprennent pas l'importance. Mais au-delà de ne pas comprendre l'importance, le cadre, donc les impôts, font peur. Et encore, à l'époque où je créais l'entreprise, pour créer une entreprise en Côte d'Ivoire, il fallait avoir, je crois, faire un truc, avoir 1 million, payer un notaire, faire un truc. C'était assez compliqué. Enfin, déjà sortir 1 million de francs CFA pour un entrepreneur qui a 20 ans, pour se lancer, c'est déjà une barrière à l'entrée. Donc, en fait, je pense que ça a limité, et l'idée dans la tête des entrepreneurs, c'est qu'en gros, je lance mon projet et puis je vois ce que ça donne, je vais gagner mon argent, je vais vivre comme ça. Ils sont sur une vision de rêve à long terme, mais sur la construction financière et économique et leur rapport sur l'économie de leur entreprise locale, ils n'ont pas encore cette vision d'ensemble parce qu'eux, ils ne sont pas drainés comme ça. Et donc, c'est pour ça que je te dis que c'est le cadre de base. Ensuite, on va pas fustiger les banques pour les fustiger, mais apparemment, elles ont besoin de garanties. Cette réponse que j'ai donnée, c'était assez drôle parce que 3 jours avant, j'avais parlé justement à ma banquière et je lui disais que, ah, ok, c'est la rentrée, moi, je veux un prêt pour la rentrée pour les enfants. J'ai vraiment testé. Honnêtement, c'était juste pour tester, pour comprendre. J'avais jamais, en dehors de mon cadre, quand j'étais employée, oui, j'avais déjà eu des prêts, mais en tant qu'entrepreneur, j'ai jamais pris de prêt. Donc, je voulais comprendre. Et en fait, sa réponse était que ma société n'étant pas déjà cliente dans la société, enfin, dans la banque, ok, c'était déjà compliqué. Ensuite, le fait que je sois patronne de cette société faisait que c'était compliqué parce que je ne peux pas, je suis l'employeur et l'employé en même temps. Donc, en gros, me faire un prêt, c'est quasiment impossible. Les chances que j'ai de faire un prêt, et je parle aux autres entrepreneurs, les chances que vous avez d'avoir un prêt à titre personnel, les chances, et encore, c'est d'avoir votre compte en banque le compte de votre entreprise dans la même banque que votre compte en banque perso. Après, les gens confondent entrepreneur et entreprise. Tout le monde même nous les entrepreneurs. Le cadre te dit que oui, on accompagne les entrepreneurs, c'est vrai, mais on accompagne les entreprises des entrepreneurs. Donc, en fait, une entreprise peut à la limite avoir un financement, avoir un prêt à la banque, etc. Mais c'est l'entreprise. Et on est tous d'accord que l'argent de l'entreprise, c'est pas l'argent de l'entrepreneur. Donc, ça fait que des fois, on se retrouve avec des positions dans une position de mauvaise gestion, enfin, selon les règles, parce que tu peux te retrouver à titre perso à chercher à avoir un prêt via ton entreprise, si ton entreprise est valable. Je n'ai pas de statistiques ou de données, mais c'est selon mon expérience qui fait que ça fait 4 ans que je suis chef d'entreprise et que mon entreprise fait un chiffre d'affaires correct, n'est pas déficitaire, mais que malgré ça, je ne suis pas quelqu'un de solvable pour une banque. C'est assez paradoxal. C'est totalement paradoxal et c'est un sujet intéressant parce que aujourd'hui, l'entrepreneuriat attire de plus en plus, surtout en Afrique.
Dans des économies plus matures, il y a des solutions de financement plus complexes, entre guillemets. Justement, tu peux décider d'ouvrir le capital de ton entreprise, vendre des parts, etc. Mais sur la majorité des entrepreneurs que j'ai reçus dans ce podcast, il y en a pour l'instant encore très peu tu vois, qui se sont dirigés vers ces solutions-là ou même qui les connaissent en fait. Et puis, ça me faisait sourire ce que tu disais parce que j'ai relevé une anecdote dans ton parcours. Tu disais que tu avais travaillé dans une agence, alors je sais pas si c'était une agence de pub ou une agence de com. Une agence de com, de pub, ouais. Et tu disais qu'à un moment, ils avaient des problèmes financiers et donc tu n'étais pas forcément payé à la date à laquelle tu devais être payé. Au début, ouais. Ça m'a fait sourire parce que ça m'a rappelé des souvenirs quand j'étais étudiante à Paris. J'avais travaillé, je faisais du télémarketing pour une boîte. Et déjà, ils me payaient, je sais plus, le 6 ou le 7. Et je faisais, mais un scandale, pas possible. Vous nous avez payé en retard. Et quand j'ai lu tout ce que tu disais 2 mois, je me dis, oh mon Dieu. C'est là où, en fait, tu vois cette expérience. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu comprends. La boîte est payée par des clients 2-3 mois plus tard. Aujourd'hui encore, il y a des délais de paiement qui sont de 90 jours. Ça marche bien pour des grosses boîtes qui ont la trésor et tout ça, mais pour les petites entreprises comme nous. Donc, quand je parle de cadre, c'est tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de trésor, comment tu parles à ton banquier qui ne sait pas quand est-ce que l'argent qu'il doit récupérer va rentrer. Donc, c'est vraiment tout un cercle vicieux, quoi. Effectivement, et effectivement, ça fait que toi, en tant qu'entrepreneur, finalement, tu peux aussi te retrouver dans la situation dans laquelle j'étais en début de carrière. Et moi, je disais à mon équipe, quand je recrute et quand on travaille ensemble, je disais que je veux pas vous faire vivre ce que j'ai vécu. Parce que je sais surtout que c'est des jeunes filles, je sais qu'en tant que jeune fille, en début de carrière, ça peut être très problématique pour toi. Ça peut être très problématique, en fait, parce que tu peux pas t'organiser financièrement. Et j'ai tout fait au maximum, en tout cas, pour pouvoir régler mes équipes dans les délais. J'avoue que des fois, c'est pas évident du tout. Donc, tu es obligé toi-même de te sacrifier. Bon, ce que j'ai arrêté de faire parce que encore aussi, c'est quelque chose qui n'est pas tenable dans le temps. En préparation de notre entretien, j'ai relu un éditorial que tu avais publié à l'occasion des 10 ans de Diana. Et j'encourage vivement les auditeurs et auditrices à aller lire cet éditorial qui était vraiment, vraiment superbe. Je mettrai le lien dans le résumé de l'épisode. Ce que je trouve intéressant dans cet édito, c'est que tu passes en revue toutes les difficultés, ou en tout cas une grande partie des difficultés qu'un entrepreneur rencontre à un moment ou à un autre. Oui. Et ça va du recrutement, donc de comment recruter, diriger une entreprise, comment partager sa vision en tant que fondateur, parce que ça, c'est aussi très, très compliqué finalement. Comment créer une culture d'entreprise, construire des perspectives viables pour ses employés aussi, parce que si tu veux que les gens restent, il faut qu'ils aient une visibilité, qu'ils puissent se projeter dans le futur. Et tu parles aussi beaucoup de toi, de ce que tu as ressenti tout au long de cette expérience. Et tu dis aussi que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Alors, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a une vision idéalisée de l'entrepreneuriat ? Oui, il y a une vision, c'est galvaudé. Enfin, il y a une vision idéalisée. Je ne dis pas aux gens de ne pas entreprendre. Il y a une nuance. Je dis que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Bon, si tout le monde est entrepreneur, qui va faire quoi? Qui va acheter quoi? Non, je plaisante. Mais plus sérieusement, je trouve qu'en fait, aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. C'est beaucoup, comme on dit, de marketing, tu vois. Nos États, en tout cas, disent que l'entrepreneuriat va sauver l'économie, ce qui, je pense, est juste, en fait. Mais comment? On revient encore sur le cadre. Si le cadre n'est pas fait, je ne suis pas sûre des stats, mais je crois que 80% du secteur informel, c'est les femmes qui le détiennent, en tout cas en Afrique. Donc, elles sont entrepreneurs, en fait. Mais comment elles sont accompagnées, comment elles sont encadrées? Comment? Parce qu'elles sont entrepreneurs dans le sens où elles travaillent, elles créent de la valeur, elles créent du revenu pour aider leur conjoint ou s'occuper de leurs enfants ou les deux, hein. Mais est-ce qu'elles créent de la valeur pour développer une économie vraiment? Elles permettent sûrement à une économie de tenir. Je ne suis pas économiste, donc je ne vais pas me lancer dedans. Mais aujourd'hui, rien n'a changé depuis des années. Les femmes ont été toujours entreprenantes, etc. Donc, pourquoi aujourd'hui on te parle de l'entrepreneuriat comme le concept qui va sauver le monde, alors qu'en fait, l'entrepreneuriat existe depuis des années et que, en fait, plutôt que de le structurer, plutôt que de mettre le cadre, plutôt que de revoir les taux, plutôt que de revoir les impôts aussi, la fiscalité. Là, par contre, je ne vais pas trop me plaindre parce que je sais qu'il y a eu une nouvelle annexe fiscale qui, quand même,
aide les jeunes entrepreneurs. Donc, il y a quand même des petits efforts qui sont faits. Donc, si ce cadre-là n'est pas là, entreprendre, c'est de la mode, quoi. Pour moi, il faut aujourd'hui, avant de se lancer, il faut comprendre l'environnement. Il faut s'éduquer, il faut apprendre à manager. Comme j'ai dit dans l'édito, il faut avoir une vision pour ses équipes. Après, à l'impossible, nul n'est tenu, mais si on n'a pas une vision pour une équipe, on n'est pas, c'est compliqué. Moi, j'ai des entrepreneurs qui me disent, par exemple, oh, j'ai lancé mon produit là, mais ok, est-ce que tu peux m'aider à communiquer dessus? Ok, c'est quoi ton budget? Non, j'ai pas de budget. Comment tu fais ça? Et je parle pas de moi je veux dire, je travaille pas gratuitement. D'accord, bon, si, ça m'arrive, mais je veux dire, le travail mérite tout travail mérite le salaire. Mais c'est pas le point. C'est comment tu penses à un produit que tu vas lancer sur un marché et que tu penses pas à mettre de l'argent de côté pour communiquer dessus. Quitte à ce que ce soit 5 francs CFA. Ou que tu te renseignes pas d'abord en préparant tout ça, combien ça peut coûter de communiquer sur ce produit pas avant de le concevoir, mais avant de définir son prix. C'est tout ça qui fait que je me dis que l'entrepreneuriat peut être galvaudé parce qu'on va se dire, je crée un produit, je le vends, donc je suis entrepreneur. C'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, je répète aux gens que je suis entrepreneur depuis 10 ans, mais je suis chef d'entreprise depuis 4 ans. Parlons de sororité. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce terme, à titre personnel? Ouh là là, la sororité pour moi, c'est quelque chose de magnifique. J'ai une petite anecdote. Quand je prépare Ayana, je vais en parler avec Edith et que je parle d'Edith Brou, on est amis depuis depuis qu'on est en quatrième. Hein. Donc voilà, c'est mon amie depuis des années. Donc j'ai dit à Edith, écoute, voilà, je vais faire ça, 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 ça. Elle me dit, ah super, moi aussi j'ai pensé à ça. Et on s'est dit, bon, on fait ça ensemble. Et ce qu'on s'est dit, le premier jour, jusqu'à aujourd'hui, tiens, même si on n'est plus ensemble sur Ayana, on s'est dit, on va montrer aux gens, surtout aux hommes, que les femmes peuvent travailler ensemble sans se crêper le chignon. On casse les clichés, on casse les tabous, mais nous-mêmes, entre nous, c'est pas possible en fait qu'il y ait ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, Edith et moi. Ça s'est bien passé, elle a pris sa route, et quand elle a pris sa route, ça s'est bien passé aussi. Il n'y a pas eu de querelle de leadership, jamais dans le business, jamais dans l'activité, jamais quand on s'est séparés. Donc, déjà, voici ma première expérience sororité positive et qui aujourd'hui fait que je suis en train d'enregistrer un podcast avec toi pour parler de mon expérience. Ma deuxième expérience, c'est d'avoir des amis en fait avec qui je parle depuis des années, qui en fait sont dans la construction, dans la positivité. Et moi, pour moi, je pense que les femmes peuvent faire ça. Et ça me désole quand, en fait, même quand deux femmes se disputent ou ne s'entendent pas, on puisse classer ça comme des femmes qui se crêpent le chignon ou, en guillemets, c'est à cause de garçons. Et j'ai tellement horreur de ça que même s'il y a une femme qui m'a saoulée à cause de garçons, je ne vais même pas lui parler, je ne vais pas me fâcher parce que je me dis, non, je ne vais pas rentrer dans ce cliché. Donc, la sororité, pour moi, c'est important parce que je pense que les femmes ensemble peuvent être très puissantes. Les hommes réussissent à le faire. Les hommes arrivent à prendre beaucoup de hauteur sur des trucs. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas hypocrites, je ne dis pas qu'ils ne font pas, ils ne se chamaillent pas, etc. Mais la solidarité masculine est de notoriété publique. La solidarité féminine est fragile et est fragilisée à une mauvaise presse. Alors que quand les femmes se mettent ensemble, c'est puissant. Et moi, je pense que je suis le résultat de ça. Entre autres, hein, mais la sororité m'a beaucoup aidée dans ma carrière professionnelle et dans ma vie personnelle. Donc, je pense que c'est quelque chose que les femmes doivent mettre au cœur de leur façon de fonctionner. C'est important de se préserver chacune, bien entendu. On n'est pas, chacune à sa manière d'être, introvertie, extravertie, pudique, timide, ouverte. Il y en a qui aiment raconter leur vie comme moi. Je peux raconter, je parle de mes expériences sans me fermer. Ça a du bon, ça a du mauvais. Chacune, en tout cas, sa façon de fonctionner. Mais ce qui est important, c'est d'aller avec l'intention de se dire que la femme en face ne me veut pas de mal et vice-versa. OK? Ça ne veut pas dire aussi que comme c'est une sœur ou c'est une amie ou c'est un truc, je peux tolérer, en fait, des choses. On est d'accord. Pour moi, en tout cas, il faut prendre une autre femme, il faut vraiment prendre une autre femme par la main, en fait, et vice-versa. Et on grandit comme ça, quoi. Je pense qu'on peut grandir comme ça. En tout cas, moi, j'ai une très bonne expérience de la sororité. Je ne dis pas que j'ai pas eu de mauvais coups. Hein. J'ai eu de très, très, très mauvais coups. Mais il n'y a rien qui vaut, en fait, ça ne vaut rien à côté de ce que
mes sœurs aujourd'hui m'ont apporté en tout cas. Et est-ce que du coup, Ayana, c'est le prolongement de cette vision personnelle que tu as de la force collective des femmes quand elles se soutiennent mutuellement? Voilà, oui, naturellement, on met un peu de nous dans un projet de cœur, un projet qui commence par nous, c'est un peu de nous. Ayana, c'est le projet, j'appelle ça mon petit bébé, parce que c'est un projet de cœur. Quand je dis que je parle avec Edith de ça, ça veut dire que nous, même en termes d'image et d'amitié, on voit très bien on se soutient. Donc, en fait, c'est pas, donc quand on voit ça, on voit que les fondatrices font ça, ça se transcrit naturellement sur ce qu'on fait. Et ça se traduit aussi par notre ligne éditoriale qui est toujours dans une approche bienveillante. Ça ne crée pas de buzz, oui, ça ne crée pas de pic de réaction, mais ça crée une constance dans le temps qui fait que ça rassure la femme qui nous lit. Justement, je te pose cette question parce que je trouve que chez Ayana, vous réagissez souvent très rapidement, en tout cas plus vite que les autres plateformes qui s'adressent majoritairement à un public féminin. Je trouve que vous réagissez souvent très vite sur les sujets qui touchent à l'épanouissement des femmes et à leur sécurité. Oui. Je vais citer 2 exemples. Donc la fameuse affaire NCI et l'animateur dont j'ai oublié le nom, qui avait reçu un ex-violeur sur un plateau télé à une heure de grande écoute, et ça avait à juste titre beaucoup choqué. Et dans mon souvenir, vous avez été la première plateforme à réagir là-dessus. Vous avez apporté votre soutien à Jenny Montigné après la publication des photos de son visage tuméfié sur les réseaux pour dénoncer les violences faites aux femmes. J'ai la sensation aussi qu'il y a une vraie volonté d'amplifier le message justement des associations comme, je vais citer, la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Est-ce que c'est un parti pris clair et pourquoi c'est important donc pour vous chez Ayana de réagir sur ces sujets? Non mais c'est totalement un parti pris clair. On est d'accord que les violences faites aux femmes, les violences du genre, c'est ce dont souffre le plus la gente féminine. Tu vois ce que je veux dire? Et en Afrique, c'est quelque chose qui est tellement banalisé, mais à un point, je dis pas en Afrique même, je dis en Côte d'Ivoire parce que je suis pas dans toute l'Afrique, mais franchement, c'est banalisé à un point où même les femmes ne trouvent pas ça choquant, ok? Et comme je dis, je reviens à nos bases. Nos bases, c'était de parler sans tabou de sujets, en fait. Donc, on peut parler de sexualité. Je me rappelle, à l'époque, on trouvait qu'on était soi-disant, on n'était pas pudique, on n'était pas ceci, mais on peut parler de sexualité comme parler de violence. Et c'est un parti pris parce que c'est une plateforme qui s'adresse à des femmes qui sont dans l'air du temps. Mais dans l'air du temps aussi, il y a des violences. Et on ne peut pas ne pas leur dire de faire attention. On ne peut pas leur dire aussi, on ne peut pas voir des choses comme ça passer et puis se dire, oh tiens, c'est dommage, tu vois, et on passe à côté. Il faut absolument, comme elle a dit Jenny justement, libérer la parole. Et bon, elle a dit, mais tout le monde le dit, il faut libérer la parole. C'est quand on libère la parole que on arrive à mettre le doigt sur un problème et que chacun prend conscience. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, mais nous, on estime que ce qu'on fait est juste. On n'est pas en train et c'est comme je te disais tout à l'heure, on a des propos, on a des termes, on a un verbatim qui n'est ni violent, ni insultant, ni choquant, mais qui est dans la construction, dans le soutien et dans la bienveillance. Donc, même si, petit exemple un peu banal, on n'a pas partagé, par exemple, certaines plateformes partagent des photos du monsieur et on les suit, etc., etc. Mais nous, on ne le fait pas parce que ce n'est pas le point. Le point, c'est on back up notre go, en guillemets. Donc, on ne va pas être en train de mettre en avant le gars et que les gens viennent l'insulter, ils vont avoir une discussion. Ce n'est pas ça le but. On n'est pas ce genre de plateforme-là. Donc, on réagit très rapidement pour marquer notre soutien, effectivement, parce que on ne peut pas se taire devant ça. On ne peut pas se dire média féminin et se taire devant les violences faites aux femmes, quoi. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc, c'est vraiment un parti pris assumé. Pour rebondir sur ce que tu disais en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai reçu dans le podcast Elvie Gauthier, qui est une entrepreneure au Congo, Brazzaville. Et on avait justement parlé de ça, puisqu'elle est aussi très impliquée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et elle disait, parfois, tu as une femme qui essaye de quitter un homme qui la bat, etc. Et tu as même la famille qui lui dit, ah mais non, repars. Hein. C'est pas limité à la Côte d'Ivoire, je pense que c'est un problème
une vraie gangrène sur tout le continent. Mais heureusement, maintenant, on a des médias comme le vôtre et des relais, etc. Et puis plus de personnes qui en parlent. Et donc, c'est important de le faire. Une chose qui te différencie beaucoup des femmes entrepreneurs, je dirais médiatisées, qu'on voit pas mal de cette génération en tout cas, c'est que justement, tu n'as pas peur de te montrer vulnérable, ce qui fait aussi partie des tabous de nos sociétés africaines. Typiquement, tu as souvent évoqué le burn-out. Quand tu arrives dans des périodes où tu frôles le burn-out parce que tu tires trop sur la corde et que tu commences à fatiguer, etc. Par exemple, tu partages ça. Est-ce que ce sont justement des choses qui t'ont été reprochées? Est-ce que c'est un parti pris parce que tu dis c'est comme ça que je suis et donc je veux être moi-même, même sur les réseaux? Qu'est-ce qui fait que tu choisis d'affirmer une position qui potentiellement n'est pas celle que tu vois dans le reste de la société en fait? Parce que en fait, je suis comme ça à la base. Je n'arrive pas à avoir je n'arrive pas à avoir de relation non authentique. C'est un peu compliqué pour moi dans ma personnalité. Je n'arrive pas à avoir une conversation qui dure plus de 5 minutes avec quelqu'un avec qui je ne connecte pas, j'ai pas l'authenticité. Vraiment, c'est ma personnalité de base. Donc, en fait, certaines personnes peuvent me trouver très cool, sympa, etc. Et d'autres personnes peuvent me trouver froide, enfin, pas froide, mais en tout cas, pas intéressante. Mais en vrai, c'est parce que je ne suis motivée et comme on dit, sensibilisée que par des choses qui me passionnent. Et donc, naturellement, l'authenticité fait partie de ça. Et c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que j'ai été élevée. Je ne cherche pas à être une autre personne que moi-même. Déjà, il m'a fallu du temps pour savoir qui je suis moi-même d'abord. Donc, c'est compliqué. Donc, je n'ai pas forcément choisi de prendre cette position. Mais quelque part aussi, quand je dis ça s'est imposé à moi, parce que dans le monde, surtout des réseaux sociaux, de l'entrepreneuriat, etc., quand tu vois beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies, entre guillemets, tu te dis, mais tu ne veux pas rentrer dans le moule, en fait. Tu ne vas pas rentrer dedans. Tu ne vas pas faire ça. Je ne vais pas dire que je vais très bien. Je pourrais le dire en pensée positive. Je vais très bien, mais je ne vais pas faire croire que tout est parfait dans ma vie, alors que pas du tout. Parce que rien n'est parfait, personne n'est parfait, aucune vie n'est parfaite. Donc, je ne vais pas faire croire ça, en fait. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Et c'est pas vraiment un parti pris, c'est ma personnalité. Et c'est ça que je traduis sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que je traduis toute ma personnalité? Non. Mais je fais le maximum pour garder beaucoup de bienveillance et de positivité déjà dans ma vie personnelle. Et donc, ça doit se traduire à travers mes réseaux. Si la négativité autour de moi, c'est quelque chose que je vais tout faire pour chasser, que je vais chercher à chasser, donc je vais peut-être exprimer quelque chose de négatif, mais de façon constructive, parce que pour moi, tout ce qui est négatif nous apprend quelque chose. Donc, c'est comme ça que je vais fonctionner. Et c'est important pour moi d'être authentique, en fait. Et je ne le dis pas pour d'autres. Hein. Si les gens ne veulent pas être authentiques, c'est leur vie. S'ils ne veulent pas se montrer tels qu'ils sont, c'est leur histoire, c'est leur valeur, c'est leur façon d'être. On va pas les juger ou bien, je me dis pas c'est mieux qu'un truc, tu vois. Mais moi, personnellement, c'est important. C'est important pour moi. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, j'ai des enfants, j'ai ma fille, j'ai mon fils aussi qui est là, qui grandissent, ma fille qui est capable, mes neveux et nièces, il y en a qui sont sur mes réseaux sociaux. Je ne vais pas leur faire croire autre chose que je ne suis pas, que leur tata n'est pas, que leur maman n'est pas, que demain ma fille, elle voit, au digital, on sait que les choses restent limite à vie, que ma fille voit que je passais mon temps à mentir aux gens, à faire croire que si, que tout est parfait, etc. C'est aussi une manière de l'éduquer. Donc, voilà quoi. L'authenticité, je dirais pas que c'est primordial, mais c'est en moi en fait. C'est quelque chose qui est naturel en moi, quoi. Et en vrai, même sur les réseaux, si j'ai pas envie de poster, je poste pas. Parce que je n'ai pas envie. Si j'ai envie de dire un truc, je le dis. Si je pense que ce que je vais dire, et je crois que j'ai fait un post récemment là-dessus, je pense que je vais dire va pas être forcément constructif, je ne le dis pas. Parce qu'aujourd'hui, sur Instagram, j'ai près de presque 16 000 followers. C'est pas ma famille, quoi. C'est des personnes que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, qui connaissent un peu de moi, mais qui ne me connaissent pas à 100%. Donc, je vais pas aller leur mentir encore plus. Parce que déjà, en postant des choses, ils ont une idée de moi. Ils n'ont pas
Ils me connaissent pas à 100%. Donc, imagine si tu rajoutes encore plus de couches de faux, c'est un peu compliqué. C'est de l'énergie gaspillée pour moi que de faire autre chose que d'être moi, en fait. Je vais revenir à ce fameux éditorial dont je parlais tout à l'heure et citer quelque chose que tu as écrit aussi là-dedans. Et tu disais, en bientôt 10 ans, j'ai appris à lâcher prise et faire confiance à la main de Dieu, Oui. accepter que je ne peux pas être parfaite en tant que chef d'entreprise ou mère ou femme, Mhm. développer ma créativité, mon sens de l'observation, sourire quand je suis attaquée ou pleurer s'il le faut, être résiliente. Alors aujourd'hui, donc après 10 ans de Ayana, donc ce nouveau chapitre qui démarre, quels sont tes projets pour Ayana? Qu'est-ce que tu veux accomplir par le biais de cette plateforme qui est très suivie aujourd'hui, qui a beaucoup de succès, qui est devenue une référence? Où est-ce que tu veux emmener ce projet à l'avenir? À l'avenir, en fait, pour moi, ce projet, qui est pour moi un puissant média, qui est pas pour moi, qui je pense être un puissant média prescripteur et qui a effectivement la crédibilité qu'il doit avoir, doit passer à un autre niveau. Mais en fait, aujourd'hui, c'est de l'accompagnement financier. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir avoir, parce que comme on l'a dit tout le long, hein, c'est moi qui ai financé, après, il vit de lui-même avec les clients, etc. Mais pour pour qu'il soit encore plus fort, il faut qu'il ait comment dire, le nerf de la guerre. Et donc, mes projets aujourd'hui, c'est de m'assurer que ce média-là continue de vivre et soit financé pour pouvoir en fait déployer encore plus en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et pourquoi pas dans l'Afrique anglophone, enfin dans une partie de l'Afrique noire anglophone, et qu'on puisse développer d'autres plateformes qui sont en dehors du site internet, qui sont puissantes en fait. Et Tombani, justement, on en parle, on en a déjà parlé ensemble, comme des podcasts, comme de la vidéo, comme encore plus d'événements, et que ce soit incontournable, encore plus incontournable en Afrique, de communiquer via Yana, de se faire voir via Yana, mais surtout de passer toujours ce message de cette femme africaine qui évolue, qui est dynamique, qui aujourd'hui, à l'époque, elle n'était pas encore aussi entreprenante, en tout cas aussi visible, et que le fait qu'on ait lancé ça ait contribué justement à la visibilité de beaucoup de femmes, et que beaucoup de femmes de nombreuses femmes se sont dit, ah tiens, voilà ces femmes-là qui font ça, donc je peux. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, voir que les femmes bougent, les femmes s'activent, elles postent, elles font leur business sur Internet, etc. Je pense que on peut aller encore plus loin, en fait, pour montrer cette évolution-là avec les femmes. Et qui sait, commencer à travailler avec les hommes. J'ai introduit une nouvelle rubrique dans le podcast qui s'appelle Réagir à une citation. Et donc, je vais te donner une citation et je vais te demander de réagir, de me dire si tu es d'accord, pas d'accord, ce que ça t'évoque, etc. Donc là, c'est une citation de Maya Angelou. La citation est en anglais. En anglais, c'est Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. I love it. Le succès, c'est s'aimer, aimer ce qu'on fait et aimer la façon dont on le fait. Yeah, I love it. C'est une de mes citations préférées de Maya Angelou. Ah, c'est vrai? Et c'est une de mes citations préférées. Et je suis clairement en phase avec ça. Pour moi, c'est pour ça qu'on parlait d'authenticité. Pour moi, c'est très important de s'aimer soi-même, en fait, parce que aimer ce qu'on fait, ça, tu vois, je l'ai toujours fait. S'aimer soi-même, comme j'ai mis dans l'édito, c'est ce que j'apprends et que j'ai appris à faire. Je m'aime beaucoup plus, mais je pense que je peux encore m'aimer plus, tu vois, plus. Et en fait, se dire, c'est marrant, on enregistre, je ne sais pas si les dates sont importantes, mais on enregistre le podcast la veille de mon anniversaire. Et, oui, et je me disais, il y a quelques jours, mais tu struggles encore parce que tu es en train de te dire que ta boîte, tu veux l'emmener plus loin, tu as besoin de financement et tout, mais regarde déjà ce que tu as accompli. Et donc, aujourd'hui, à ton anniversaire, tu es arrivé à ça. C'est une forme de succès. C'est une forme de succès et je suis reconnaissante à Dieu pour ça, justement parce que ça met sur moi. Et je peux dire aujourd'hui que 10 ans après, je me sens successful. J'avais une idée du succès qui était
biaisé. Avant, c'était la maison, la voiture. En fait, c'était vraiment lié au bien matériel. Et là, je me rends compte que, en fait, non, en fait, c'est vraiment la paix intérieure et le fait de se sentir utile, d'avoir accompli quelque chose et surtout d'être en santé. Merci le Covid. De voir la santé, comment c'est important. Et là, tu vois, c'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui est très beau. Et cette citation me parle beaucoup. Et chaque fois qu'on évolue, on évolue dans le temps. Aujourd'hui, ce sera mes 37 ans. Après, dans 3 ans, à 40 ans, je pourrais faire un autre bilan. Mais je pourrais dire que je suis totalement en phase avec cette citation de Maya Angelou et que je suis vraiment reconnaissante de le vivre au quotidien. Franchement. Merci beaucoup, Ami. Donc, joyeux anniversaire. Merci. Et puis, je te félicite vraiment pour ta résilience parce que 10 ans, c'est long. Quand on est dedans, peut-être on s'en rend pas compte, mais c'est bien aussi de regarder en arrière et de se dire j'ai fait tout ça. Merci à toi aussi de me faire parler. Il est de notoriété publique que j'aime parler, mais je n'aime pas les interviews. Donc merci en tout cas de m'avoir permis de m'exprimer, de partager un peu mon expérience. Merci à Ami Kwame pour son franc-parler, son énergie et son authenticité. Je la remercie également d'avoir partagé avec beaucoup d'honnêteté les difficultés que rencontrent les entrepreneurs au quotidien, notamment en matière de financement. Nous reparlerons bientôt de ce sujet dans Entre elles. Je la félicite également pour son engagement en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et enfin, je vous encourage vivement à aller lire son éditorial magnifique intitulé Têtu, publié lors des 10 ans d'Ayana Webzine. Je mettrai le lien vers l'article dans le résumé de l'épisode. Merci pour votre écoute et je vous retrouve dans 2 semaines pour un épisode en anglais. À très vite!